la première question que j'avais pour toi, c'était, voilà, toi chez Europcar et vous chez Europcar, par où vous êtes, par quel constat vous avez commencé, comment vous avez commencé à bosser, où vous en êtes, vers où vous allez. Voilà, c'est une question, tu en as pour 3 heures, il faut tenir en 10 minutes. Mais voilà, quelle première base, en fait, grande base de constat vous êtes parti et du coup, ça a impliqué quoi comme réflexion sur la boîte? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça et je vais essayer de faire très court. De toute façon, on aura le loisir de continuer à échanger ensuite si vous voulez. Quand ma camarade de jeu et moi, puisqu'en fait on est une sorte de binôme ou de personnes uniques mais bicéphales, ce qui arrange beaucoup de choses au quotidien. Lorsqu'on est arrivé dans le groupe, alors pour faire de la communication, c'est vrai, puisque c'est notre métier, notre profil, notre parcours qui nous amenait naturellement à ça, à l'occasion du changement de nom du groupe. Il devenait Europcar Mobility Group, acteur des solutions de mobilité, et non pas un loueur avec un logo très vert qui s'appelle Europcar. On a découvert, avec beaucoup de plaisir, qu'en fait, il y avait un certain nombre d'effets d'aubaine potentiels dans des décisions qui avaient été prises bien avant que nous arrivions dans le groupe et qui nous permettraient de faire des choses, nous permettant d'élargir naturellement notre terrain de jeu. Mais ça, à la limite, c'est une dimension un peu égoïste personnelle, mais surtout qui nous permettrait d'accélérer quelques velléités de transformation de la boîte. Je parle de certaines fonctions qui se disaient, avec un scope 3 tel que celui-ci, il faut qu'on fasse des choses, mais qui ne savaient pas trop comment détricoter pour retricoter un modèle plus vertueux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop pourquoi la décision a été prise, mais le groupe a adhéré dès 2005 au principe du Global Compact, dans son intégralité, et s'est engagé donc sur un certain nombre de fronts à appliquer ces mêmes principes, dont celui qui consiste à respecter les accords de Paris, donc à inscrire le groupe dans cette trajectoire des 1,5 degré, bon, qui est bien malmenée. Et nous, finalement, on s'est dit, mais on a une chance extraordinaire, il faut qu'on fasse advenir ça, et qu'on réussisse à mobiliser, fédérer, aligner les quelques énergies positives dans cette entreprise, dans ce groupe, qui sont prêtes, mais qui ont sans doute besoin que des personnes alignent des planètes, connectent des sujets qui ne sont pas faciles à connecter. Parce qu'on va parler de choses qui fâchent souvent dans les grands groupes, c'est l'argent. C'est pas toi qui me contrediras, j'imagine. Et donc tout notre combat, tout notre quotidien, au-delà de faire vivre la communication du groupe, mais ce n'est pas le plus intéressant. Aujourd'hui en tout cas, malgré le caractère super important de la dimension performative du récit, a été d'embarquer petit à petit toutes les fonctions du groupe dans la mise en œuvre d'un plan d'action systémique, parce qu'effectivement, il y a urgence. Il y a d'autant plus urgence que, alors on fait partie des boîtes qui ont une trajectoire de réduction des émissions validée par SBTI et qui s'inscrit dans l'ambition 1,5 degré. Mais enfin, honnêtement, il faut se dire les choses. D'abord, on est très peu. Je dirais, trajectoire 1,5, la dernière fois que j'ai regardé, on est 1500 dans le monde. Donc autant dire que c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui devrait être fait. Et que par ailleurs, on voit bien la difficulté qu'il y a à aligner toutes les planètes. Nous, on est un acteur économique. Les interactions avec les pouvoirs publics sur ces questions-là sont très compliquées. Tout le monde attend que ses concurrents fassent le premier pas ou laisse ses concurrents faire le premier pas en disant s'ils ont envie de se faire du mal, c'est très bien. On verra bien comment ça va se passer, je vais les laisser bouger. Donc en tout cas, voilà, nos énergies nous sont mobilisées essentiellement sur la tectonique des plaques internes. Et c'est vrai qu'on est assez fiers d'avoir réussi à embarquer la finance, les opérations, jusqu'au board, sur des sujets qui très vite peuvent devenir des sujets qui fâchent parce qu'on réclame de l'argent. On réclame des investissements à un moment donné. Mais du coup, pardon, je t'interromps, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, la plupart des législations, des mouvements, des évolutions des consommateurs aussi, et des investisseurs, et bon, un peu tout le monde, portent de plus en plus sur le scope 3, sur ce qui est en dehors de l'entreprise. Tu me parles de la technologie des plaques internes. J'imagine que le scope 3, surtout chez vous, qui êtes opérateur de flotte, etc., ça doit être une sacrée conversation. Le scope 3, c'est 98% de notre bilan carbone annuel. Voilà.
C'est assez logique, hein, on loue des véhicules à des entreprises ou à des particuliers qui les utilisent de façon tout aussi logique. On est finalement très asset light, on a peu d'infrastructures, les différences d'industries qui produisent beaucoup ou qui ont des filières de sourcing importantes où les scopes 1 et 2 pèsent beaucoup plus lourd. Nous, finalement, notre bilan carbone, c'est le scope 3. Donc, quand on fait le choix de l'impact et quand on fait le choix de la réduction, on a deux leviers principaux à actionner. Puis après, il y a un tas de sujets qui sont connectés. C'est, on va dire, ce qu'on appelle le fleet mix dans notre jargon, à savoir la nature de ce qu'on met à la disposition de nos clients en termes de motorisation, alors, thermique et bien évidemment électrique, mais aussi de poids, de taille et, on va dire, de niveau de consommation. Et puis, il y a impérativement la pédagogie auprès des consommateurs et des utilisateurs. Parce que même si, et c'est réjouissant de constater qu'on a sans doute atteint un point de bascule et que les consciences sont en train de s'éveiller sur ce sujet, et c'est bien parce qu'il y a urgence en effet, on sent aussi que les comportements commencent à évoluer et pour donner un exemple, sans entrer dans le détail, beaucoup de clients commencent à nous interroger sur la manière dont on pourrait les aider à décarboner une partie de leur déplacement, ou en tout cas à faire en sorte que leur déplacement ait moins d'impact, que ce soit pour des motivations personnelles comme professionnelles. Donc c'est le premier levier. Enfin, c'est le deuxième levier. Et puis ensuite, il faut embarquer la finance, parce que de toute façon, proposer une offre de plus en plus électrique et de plus en plus vertueuse, ça veut dire que nos propres infrastructures doivent évoluer pour faire en sorte qu'on soit en mesure de les opérer facilement. Parce que si c'est une tannée pour tout le monde, à commencer par nos équipes, et que c'est très compliqué de mettre à disposition de nos clients, dans une période comme l'été, en nombre suffisant des véhicules électriques chargés sur des taux de rotation importants, pour vous donner une idée, une de nos plus grosses stations, une de nos plus grosses agences, comme on l'appelle, c'est Roissy-Charles de Gaulle. À votre avis, l'été, combien de locations elle sert chaque jour? C'est considérable. 3000. Il y a un repas à gagner. Ouais, non, il n'y a pas de repas à gagner, mais 3000. Donc, imaginez la logistique derrière. C'est un cauchemar, ouais. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que vous travaillez sur vos business models aussi, j'imagine. Vous devez réfléchir à un après pur business, core business. Alors, on travaille sur plein de choses. Le premier des sujets, ça a été d'avoir des données fiables, de la data. C'est-à-dire qu'on s'est mis à compter, à suivre, analyser des choses qu'on ne regardait pas. Enfin, quand je dis qu'on ne regardait pas, c'est parce que, assez logiquement, un tas de personnes considéraient que ça n'avait pas d'intérêt, ou en tout cas que ça n'avait pas d'impact sur le business. Donc on s'est mis à sourcer. C'est très compliqué, surtout quand on le fait à la main. Donc des outils qui permettent de générer des reportings automatiques et de les analyser, c'est formidable. Et ensuite, effectivement, on en a tiré un certain nombre de grandes conclusions qu'on a transformées en plans d'action. Puis on a organisé des workshops avec tous les grands patrons de fonction du groupe pour les amener à s'interroger sur les mesures qu'ils pourraient prendre de façon réaliste. La difficulté pour un groupe comme le nôtre qui est coté, c'est qu'on doit conjuguer au quotidien deux horizons de temps qui sont quasi inconciliables. Il y a le moyen terme, je ne vais même pas parler du long terme, avec cette urgence qui nous pousse à agir, et on est heureux d'avoir réussi à convertir pas mal de monde. Mais il y a aussi la pression des actionnaires, la pression des marchés, et la pression d'un certain nombre de parties prenantes dont les motivations, comme vous pouvez assez facilement l'imaginer, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut réussir à transformer suffisamment rapidement, mais pas trop, avec, on va dire, la coopération des fonctions dont on a impérativement besoin pour que ça se passe. Le défi est considérable, passionnant, éreintant aussi, je vous avoue. On est des incurables optimistes, donc chaque fois qu'on remporte une petite victoire ou une moins petite victoire, on est très heureux, mais ça ne peut se faire que comme ça. Et ça demande une attention extrêmement fine au quotidien et surtout une appréhension de la géopolitique complexe d'un grand groupe qui n'est pas toujours facile, on va dire, à supporter, pour être honnête.